à l'Université de Bordeaux sur l'évolution du commerce français d'Afrique noire dans le dernier quart du XVIIe siècle. Ce n'est pas innocent que Abdoulaye Ly ait travaillé sur une compagnie de commerce pour aborder l'histoire de la traite. L'entrée par une compagnie française de commerce, ce n'est pas innocent, on va y revenir tout à l'heure. Mais ajouter immédiatement que Cheikh Anta, à la même époque, a soumis à la Sorbonne 2 thèses qui vont être synthétisées dans Nation nègre et culture, où il pose les premiers jalons de sa théorie établissant la parenté génétique entre la civilisation pharaonique de la vallée du Nil et celle des sociétés de l'Afrique au sud du Sahara. L'expression école historique de Dakar, nous le devons à Barry, qui l'utilise en 2000, et cette école continue de produire un savoir historien qui se structure en courants et tendances qui font la structure de l'historiographie de l'école de Dakar. J'y reviendrai tout à l'heure parce que quand j'avais soumis le premier draft de ce travail dans le cadre du projet dirigé par Momar, le premier évaluateur m'avait posé une question, avait remarqué, oui, tu parles de l'école de Dakar, mais c'est juste un postulat, tu ne démontres pas son existence. Est-ce qu'il existe une école de Dakar? À partir de là, j'ai repris la réflexion, j'ai repris le travail de documentation pour voir qu'est-ce qui unit les historiens de Dakar, sur qu'est-ce qui fait qu'on peut parler d'école, même si, comme il n'y a pas eu la fondation formelle d'une école, avec un manifeste, avec une méthodologie particulière, avec un support, disons une revue qui porte la production, comme par exemple l'école des Annales. Il y a une revue, il y a eu un manifeste de départ qui affirmait qui ils sont, ou bien l'école des Subaltern Studies en Inde, autour des Subaltern Studies, ils ont eu un manifeste de rupture avec l'historiographie nationaliste et l'historiographie de l'Empire pour fonder une nouvelle école. Mais à Dakar, on n'a pas eu cette procédure formelle. Mais n'empêche que je continue de défendre qu'il existe une école de Dakar à la suite de Boubacar Bari. Je dirais d'entrée de jeu que ce qui caractérise la première génération des historiens, c'est leur engagement politique. Un engagement politique partisan. Ils ont été très absorbés par cette activité. Et les deux chercheurs, les deux premiers chercheurs que je viens de citer, Abdoulaye Ly et Cheikh Anta, du fait de cet engagement politique et de l'ostracisme qui leur a été souvent opposé par l'autorité étatique, ont très peu participé à l'animation de l'école de Dakar directement. Ils n'ont pas participé à la formation des historiens. La première cohorte qui a reçu un enseignement de Cheikh Anta Diop à l'Université de Dakar, c'est ma génération. Et Cheikh Anta nous a eu en licence en 1984-85 ou 83-84. Donc, Abdoulaye Ly non plus n'a pas été enseignant au département d'histoire, n'a pas encadré de thèse. Cheikh Anta a encadré très peu de thèses. J'ai découvert récemment qu'il avait encadré la thèse de Gori Diouf sur le Sine. Donc, ils ont très peu participé directement à la formation des enseignants et des chercheurs de l'école de Dakar. Mais également signaler que il y a une filiation et des influences venues de l'extérieur qui se sont exercées sur l'école de Dakar. En particulier, il faut savoir que l'Université de Dakar, qui est le principal lieu de production de cette histoire, au départ était une institution française, née de l'érection de l'école des hautes études de Dakar en université en 1957-58. Donc la formation des historiens africains qui fréquentent cette institution répond au cursus académique défini par les universités françaises de rattachement, où l'histoire africaine, après sa reconnaissance tardive comme discipline digne d'être enseignée,
occupe une place pour le moins congrue dans l'historiographie française. En effet, jusqu'au début des années 70, les études conduites par les chercheurs français en poste à Dakar et les programmes d'enseignement dispensés informent plus sur la présence française en Afrique ou la présence coloniale en Afrique que sur les dynamiques internes des sociétés africaines elles-mêmes. Ainsi, les savoirs académiques sur l'Afrique ont été principalement élaborés par d'autres disciplines que l'histoire: ethnologie, ethnographie, histoire coloniale, amateur ou professionnelle, anthropologie. Et ce fait a légué à l'écriture de l'histoire du continent une orientation, des concepts et des outils méthodologiques. C'est seulement au milieu des années 70 que les enseignants-chercheurs français, répondant à des demandes fortes ou à partir de leur initiative propre, vont révolutionner les recherches en histoire d'Afrique en ouvrant la perspective d'une écriture de l'histoire de la Sénégambie à partir de l'intérieur. Les Yves Persson, les Catherine Kokery-Vidrovitch, Jean Davis ont apporté à Dakar et à Paris une remarquable contribution à la formation de générations d'historiens de l'Université de Dakar. Il faut aussi mentionner le travail pionnier de Jean Suré Canal. Parlons également de l'influence des anthropologues comme Claude Meyassou, qui ouvrent l'historiographie de l'école de Dakar aux autres disciplines des sciences sociales. Beaucoup plus jeunes, les Jean Bouleg, Yves Saint-Martin, Christian Roche, chez les historiens, ont également contribué à influencer cette école de Dakar. Jean Schmitt, Jean Coppens en sociologie et anthropologie y ont également contribué. Néanmoins, en dépit de ces appréciables contributions, l'histoire de l'Afrique s'est difficilement frayé un chemin et aujourd'hui encore, nombre de spécialistes des sciences sociales de l'Hexagone, particulièrement les non-africanistes, accordent peu d'attention aux travaux des Africains, de leurs collègues africains. Les relations nord-sud ont du mal à se départir de certains complexes hérités de la colonisation et qui sont soit des sources de comportements paternalistes ou un refus des regards croisés à partir du sud. Nous avons quelques échanges parfois rugueux qui ont opposé les différents pôles. Mais également sur l'école de Dakar a influé les Nord-Américains et les Britanniques, qui ont également travaillé avec une approche différente de l'approche de l'historiographie française sur l'école de Dakar. Je pense à des personnes comme Philippe Curtin, David Robinson, Martin Klein, qui ont échangé avec les historiens de l'école de Dakar. Alors, pour ce qui est des pères fondateurs de l'école de Dakar, Abdoulaye Ly et Cheikh Anta Diop, ils ont produit une œuvre relativement dense et largement informée par la contrainte qu'a été l'acceptation de l'historicité des sociétés africaines. La crise de mai-juin 68 a largement affecté l'université de Dakar et y a provoqué une remise en cause de la tutelle française sur les institutions universitaires. Toutefois, la majorité des historiens de Dakar ont continué à recevoir leur formation doctorale dans les universités françaises, en dépit de l'ouverture progressive vers les universités nord-américaines et de nombreuses études sont entreprises sur l'histoire de la Sénégambie. Alors, la première génération a été confrontée à un défi majeur: écrire l'histoire selon les normes académiques, élaborées à partir des trajectoires historiques des sociétés européennes. La question posée à ces historiens était la suivante: est-il possible, avec les outils et méthodes de la discipline alors en vigueur, d'écrire une histoire d'Afrique disposant de la crédibilité nécessaire à sa validation par les autorités académiques de cette époque?
plus que la critique du modèle académique constitué à partir de l'histoire de l'Europe, la crise du mouvement nationaliste et la mise en évidence de la diversité des intérêts de ces différents segments ont provoqué les premières remises en cause de l'orientation de l'historiographie de l'école de Dakar. Elles ont permis de poser la question de l'origine et de la longévité des positions subalternes du continent dans l'échiquier international. Mais elle s'est pratiquement centrée sa réflexion sur le rôle central du politique et de l'État dans les processus historiques, ici centré sur la construction de l'État-nation, la mise en œuvre de son projet de développement conçu comme un rattrapage de l'Occident. Installés dans ces certitudes, des premières années post-coloniales, les historiens ont focalisé leurs efforts plus sur le contenu de l'histoire que sur les manières de l'écrire. Pour aller vite, je vais examiner assez rapidement les éléments capables de postuler l'existence de l'école de Dakar. Une réelle difficulté s'attache à la définition de l'expression école de Dakar. D'abord, cette école ne s'est pas formellement constituée, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également quel rapport entretient-il avec ses devanciers qui n'étaient pas des universitaires tels que Yoro Diaw Duguay Clédor, instituteur qui était inspiré par Faidherbe, ou Yoro Diaw, un aristocrate du Waalo, formé à l'école coloniale des fils de chefs. Est-ce qu'on peut assumer une continuité entre eux et les historiens de l'école de Dakar? En tout cas, il y a là un risque de confusion. Les récits historiques produits dans le cadre universitaire selon des normes académiques établies et d'autre part, les mémoires dynastiques des États et communautés de la Sénégambie ou les textes de la géographie coloniale, ces deux derniers relevant d'autres critères de validation. Est-ce qu'on peut considérer que tout ça relève de la discipline histoire? Ça me semble, en tout cas, pour le moins problématique. Cette génération également a participé à déconstruire les sources qui sont utilisées et à porter une critique vigoureuse sur celles-ci. On lira avec profit le texte de Abdoulaye Bathily de 1976 qui procède à une critique vigoureuse des textes des idéologies de la colonisation, en particulier l'élévation de Faidherbe à une figure historique majeure de l'histoire du Sénégal. Je voudrais ici revenir sur Cheikh Anta Diop et Abdoulaye Ly. Comme je l'ai dit, le problème qui s'est posé à eux, c'est d'abord d'affirmer l'historicité des sociétés africaines qui étaient niées par la colonisation, mais pour le faire, il fallait produire une histoire qui soit validée par l'establishment qui domine à l'époque l'écriture de l'histoire. Cet establishment niait la possibilité d'utiliser les traditions orales. C'est pourquoi ces deux premiers historiens ont travaillé en utilisant les sources exclusivement écrites, l'archéologie et peut-être des disciplines connexes comme la linguistique. Et c'est ça qui explique que quelqu'un comme Abdoulaye Ly, en voulant travailler sur l'impact de la traite négrière en Sénégambie, a choisi une compagnie de commerce française pour pouvoir éclairer la mise en position subalterne des sociétés africaines et en particulier des sociétés sénégambiennes. C'est pourquoi, quand il republie l'ouvrage, dans une deuxième édition, il met une introduction et une postface assez dense et importante pour établir la filiation avec tout ce qui s'est produit après lui, c'est-à-dire la génération des Boubacar Bari, Abdoulaye Bathily, jusqu'au Mamadou Diouf, Rokhaya Fall, qui vont travailler sur la Sénégambie, en particulier sur les États issus de l'éclatement du Jolof. Dans la définition de l'école de Dakar, nous n'avons pas retenu la question de la nationalité. La nationalité sénégalaise ne permet pas de définir cette historiographie. L'identité de cette école historique
comme l'école de Makerere, d'Ibadan, de Dar es Salaam, doivent leur genèse à la montée en puissance du mouvement anticolonial au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi, au-delà de l'activité professionnelle historienne, c'est leur engagement anticolonial qui est un des facteurs capables d'identifier cette école. Au-delà de l'activité professionnelle portant sur la production des savoirs selon les règles établies au sein de l'institution universitaire, l'école de Dakar se définit par la volonté affirmée de ses animateurs de dévoiler la falsification délibérément opérée par les savoirs coloniaux portant sur les sociétés africaines. En dépit de la multiplicité des courants et des tendances, les animateurs de l'école de Dakar ont convergé au moins sur un objet d'étude clairement inscrit dans un espace qui est la Sénégambie. Ils ont fait de l'écriture un acte revendicateur d'un engagement aussi militant que professionnel. Dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, la convergence entre projet politique et recherche historique demeure si forte qu'elle tend à fusionner les deux champs. Le caractère polémique de ses écrits, les controverses et passions qu'il continue de susciter ont beaucoup à voir avec la fonction politique qui leur est assignée. La conséquence majeure, c'est que l'œuvre reste dominée par les questions de philosophie historique globalement appliquées à l'histoire du continent, vue sous le prisme de ses origines égyptiennes affirmées. La recherche historique portant sur une période, un espace ou une société particulière occupe une faible place dans les travaux de Cheikh Anta Diop. Pour Abdoulaye Ly, je le cite, l'engagement militant était la marque de l'émigration à finalité politique et scientifique, s'imposant comme une nécessité à l'intellectuel sénégalais pris dans son destin en pleine crise du système colonial. C'est Abdoulaye Ly qui parle dans la republication de son ouvrage en 1993. Donc les historiens, aux prises avec les questions posées par les nouveaux régimes des indépendances, affirment plus que jamais l'étroitesse des liens entre investigation scientifique et engagement militant, comme l'illustrent les travaux de Abdoulaye Bathily ou de Boubacar Bari. La volonté affirmée de faire que la conduite scientifique l'emporte sur toute autre considération, je cite Abdoulaye Ly, ne garantit pas la nécessaire distinction entre démarche scientifique et prise de position idéologique. La génération beaucoup plus jeune qui n'a pas vécu les traumatismes de l'ordre colonial c'est un peu plus distancié de l'engagement politique dans l'écriture de l'histoire. C'est la troisième génération. Je le disais tout à l'heure, dans les années 50, les historiens de l'école de Dakar ont très peu fait usage des traditions orales de la Sénégambie. Leur préoccupation première était de faire accepter une écriture possible de l'histoire de l'Afrique, répondant aux normes académiques de l'époque, excluant tout au moins dans le domaine français qui était le leur, l'usage des traditions et témoignages oraux comme source d'histoire. Même si on trouve du fait de sa culture son usage implicite dans l'œuvre de Cheikh Anta, mais ce n'est pas revendiqué comme ça sera le cas à partir après les années 60. Dès lors, s'imposait à eux le recours à des sources, l'élaboration de chronologies et la production de récits historiques comparables, voire similaires à ceux en usage chez les historiens de l'Europe. L'abondance des références grecques et latines dans l'œuvre de Cheikh Anta a certainement à voir avec le poids de cette contrainte. Celles-ci ont dû jouer sur les choix d'Abdoulaye Ly, qui, soucieux de comprendre l'impact de la traite négrière, de la traite atlantique des esclaves sur les sociétés sénégambiennes, a porté sa réflexion sur l'évolution du commerce français d'Afrique noire dans le dernier quart du XVIIe siècle. Et il limite ses investigations aux documents écrits, archives et récits de voyage. Du reste, il s'en explique dans l'introduction de la seconde édition de la Compagnie du Sénégal. Il affirme, partant de la structure de l'enseignement de l'histoire coloniale, à l'université de ce temps-là, nous considérions le commerce d'Afrique noire au XVIIe siècle, et avec lui forcément la traite négrière, non seulement comme un fait de connexion essentielle entre l'histoire mondiale et l'histoire africaine,
mais encore comme une première voie d'accès relativement sûre dans celle-ci grâce à l'utilisation des sources écrites du colonisateur. C'est lui qui parle. Les traditions orales vont gagner leur place à partir de Djibril Tamsir Niane, l'épopée Mandeng, impulsée par le Samori de Yves Persson. Après, ça va s'ouvrir très largement pour devenir très dominant. Et on sait qu'à l'école de Dakar, Oumar Kane s'est identifié avec les traditions du Fouta, des Denyanké au Torobé, Mbaye à celles des pays Wolof et Serer. Abdoulaye Bathily a fait des traditions soninké la colonne vertébrale de sa thèse sur le Gadiaga. La sociologie des informateurs que Bathily nous livre à cette occasion montre la portée et les limites de cette source, mais aussi les pièges qu'elle recèle. Le statut de l'informateur doit être pris en compte, porteur institutionnel ou non de la tradition, mais également le genre du porteur, s'il est un homme ou une femme, influe. Et pour cela, je vous renvoie au texte de Bathily sur la question, où il conclut par dire qu'il n'existe pas une, mais des traditions orales. On retrouvera les mêmes observations chez Charles Becker et David Robinson, qui ont travaillé sur les sociétés sénégambiennes. Nous avons également le dialogue avec les littéraires. Et là, je dois dire que nous avons manqué une occasion entre le département d'histoire et le département de lettres modernes de faire fusion avec les travaux des Bassiroudiens, avec les travaux de Liliane Kesselo, mais également avec nos collègues arabisants, parce que la plupart de nos sources s'expriment en langue arabe. Je citerai la Hassida de Mohamed Alioune Thiam, que Gaden a rendu disponible, les travaux de Cheikh Moussa Kamara ou de Moussaka, qui a été le chantre de la biographie de Cheikh Ahmadou Bamba. Je vais dire un mot sur l'égyptologie. J'espère que j'aurai le temps de le faire, ça va très vite. On peut affirmer que l'historiographie européenne a pris prétexte de l'oralité dominante dans les cultures africaines pour affirmer avec les idéologues coloniaux, pour dénier au continent toute possibilité d'avoir une histoire impulsée par une dynamique interne. Jusque dans les années 50, ce point de vue a été suivi, voire renforcé par les élites savantes contrôlant les normes en sciences sociales dans les universités. Le moule historiographique constitué au cours du XVIIIe siècle a ainsi imposé la manière dont l'histoire de l'Europe s'est écrite comme référent universel dont les histoires des autres aires culturelles ne peuvent être tout au plus que des variantes souvent dégradées. Les historiens africains des années 50 ont accepté les termes du débat. Mais en acceptant les termes du débat, ils ont en même temps relevé 3 défis majeurs. Premièrement, réintroduire l'Afrique dans le champ de l'historicité sans déroger aux règles académiques d'écriture de l'histoire selon le modèle européocentrique, admis comme référent universel. Deuxièmement, l'histoire dont il est question est bien celle des Noirs. Donc, on a là une approche chromatique qui continue aujourd'hui encore d'informer l'écriture de l'histoire. Parce que venant de l'identité chromatique promue depuis la traite dite des Noirs, qui était une traite atlantique des captifs, selon moi, mais le fait d'avoir une approche qui donne une identité de couleur aux Africains a influé très largement sur l'écriture de l'histoire. On pourra y revenir plus longuement parce que c'est une thématique sur laquelle il est difficile de convaincre que cette identité nous a été assignée à des fins de domination. Mais elle a été récupérée comme stigmate pour retourner le stigmate négatif et en faire un aspect positif. Mais je pense qu'il faut en sortir, puisque en s'y enfermant, on a du mal à faire déployer l'histoire. En lisant les travaux de Cheikh Anta, je me suis toujours dit,
il y a un ouvrage qui a manqué. C'est un ouvrage sur la race. Parce qu'il y revient très souvent dans ses ouvrages en disant que la race n'a aucune espèce d'importance dans le processus historique. Mais qu'il est obligé d'en tenir compte parce que ses adversaires en parlent. Mais ça l'amène même parfois à tomber dans une approche de l'anthropologie physique qui est aujourd'hui très largement dépassée. On a parfois des passages où on se pose vraiment des questions sur pourquoi il n'arrive pas à faire le pas de côté, de sortir du viseur colonial qui nous définit comme noirs. Au point que, si vous prenez dans antériorité, Cheikh Anta parle même de deux races noires. Une race noire qui a des cheveux lisses et une race noire qui a des cheveux crépus. Ça, c'est cet héritage de l'anthropologie physique du 19e siècle qui pèse sur son écriture et qu'il est important d'interroger. On a parfois, même, on se demande pourquoi il ne va pas vérifier certaines informations ou discuter certaines questions. Par exemple, il y a un passage dans Antériorité où il dit que, s'appuyant sur l'anthropologie physique, on peut déterminer l'identité des Laobés. Que les Laobés ont en moyenne une taille de 1,82 m et qu'ils ont la tête piriforme. Les Laobés ont la tête qui ressemble à une poire. Je me suis demandé pourquoi ils n'arrivent pas à faire le pas de côté et sortir de l'anthropologie physique. Et même quand on va toujours dans cet aspect, la discussion sur l'inceste, où je pense qu'il reprend une étude ethnographique, mais qu'il ne vérifie pas. Et je pense que c'est cette approche sur les sources, l'enfermement sur les sources écrites, imposée comme contrainte par l'historiographie, a dû jouer à ce niveau. Le troisième élément qui s'est imposé comme une tâche politique dans l'exécution devait fournir au mouvement anticolonial un discours historien capable, en tout cas, de les amener à une idéologie opposable à celle des idéologues de la colonisation. Donc, Cheikh Anta a consacré le gros de sa réflexion à relever le défi d'écrire une histoire d'Afrique non contestable au regard des canons académiques de son temps. Et au moment où il soumet à la Sorbonne les ouvrages constitutifs de sa thèse, les élites savantes qui produisent et valident les savoirs sur l'Afrique dans leur écrasante majorité ne conçoivent l'historicité des sociétés africaines que sous l'impulsion d'une dynamique externe. Arabo-islamique avant le XVe siècle, européenne après. Toute civilisation ou culture, un tant soit peu élaborée, localisée dans l'ère culturelle africaine, était attribuée à des forces historiques extérieures au continent. Chez Cheikh Anta, la réfutation de cette thèse passe d'une part par la démonstration de l'existence d'une antiquité africaine antérieure à celle de la Grèce et de Rome, modèle dominant dans la production historiographique de l'Europe, et capable par ses réalisations spirituelles et matérielles de les égaler au moins, et d'autre part par l'établissement de sa filiation avec les sociétés africaines des époques modernes et contemporaines. L'Égypte répondait parfaitement à cette quête. Le problème étant de démontrer, selon les canons du modèle historiographique dominant, que la civilisation qui s'est développée dans la vallée du Nil, dans l'Antiquité, était le fait africain de race nègre. Cette racialisation, comme je l'ai dit, pose problème et il est important d'en faire la critique. Je dirais juste un mot très rapidement sur les héritiers de Cheikh Anta au niveau du département d'histoire, puisqu'il n'a pas eu l'occasion d'y enseigner pendant une longue période. Le courant qu'il a animé a eu un impact plutôt faible au niveau des chercheurs. Pour cela, on le voit très nettement, pendant longtemps, le département d'histoire n'a pu compter que sur deux égyptologues, Aboubakri Moussa Lam et Babacar Sall, qui se distinguent. Aboubakri a hérité de la partie comparatiste, Égypte
Afrique et Babacar Sall s'est installé dans la vallée du Nil et donc les deux, je crois, sont très complémentaires et on pourra revenir sur les thèses qu'ils défendent. Mais le plus fidèle aux thèses de Cheikh Anta reste Aboubakry Moussa Lam, comme vous le savez. Je vais aller plus vite et quitter le domaine de l'égyptologie pour revenir sur la dynamique atlantique. La dynamique atlantique, c'est celle qui a eu le plus d'influence sur l'école de Dakar. C'est celle qui a été, disons, enclenchée par Abdoulaye Ly. Et les historiens continuateurs de l'œuvre de Abdoulaye Ly, Boubacar Bari, Abdoulaye Bathily, Mamadou Diouf, Rokhaya Fall, ont focalisé leur attention sur un des versants de la connexion triangulaire, la Sénégambie. La séquence historique la plus étudiée, la mieux connue de l'école de Dakar est celle qui couvre la période 15e-19e siècle. Pour ce courant historiographique, l'histoire de la Sénégambie de cette période se noue dans les relations entre trois phénomènes majeurs rythmés par la dynamique atlantique, l'islamisation et l'intervention des leaders musulmans dans le champ politique et économique, l'évolution des pouvoirs ceddo et la présence européenne de sa phase mercantile à celle de la mise en œuvre du projet de conquête coloniale. L'effritement de l'espérance portée sur le panafricanisme et les États-nations qui se créent au lendemain des indépendances, le mal développement qui s'installe interpelle les historiens de l'école de Dakar qui ont soumis à une analyse serrée le rôle joué par cette connexion des sociétés africaines à la dynamique atlantique entre le 15e et le 20e siècle. Ils ont démontré que cette séquence historique ne pouvait être assimilée à une parenthèse négligeable. Elle va aboutir à l'avatar colonial, le mal nécessaire selon le mot de Senghor. Ils ont essayé de mettre en exergue le caractère contradictoire des processus historiques. Dans les années 70-80, ils ont essayé de rompre avec la légende dorée d'une histoire de l'Afrique réduite à un geste des grands hommes, en interaction avec les courants africanistes français, britanniques, nord-américains et les écoles historiques africaines Ibadan, Dar es Salaam et Makerere. Ils ont étudié les grandes structures socio-économiques et politico-institutionnelles, les mutations qui y opèrent au détriment d'une approche partant des acteurs. Cette approche structurelle et institutionnelle, où les monographies historiques de terroir l'emportent sur l'entrée par les acteurs, est portée par l'optimisme développementaliste des années 60. La réflexion historiographique de cette époque porte sur les réponses apportées par les différents segments des sociétés africaines aux défis posés par la traite atlantique des captifs et la domination coloniale. Les monographies historiques des États issus du démembrement de l'Empire du Jolof, consécutifs au développement de la traite des esclaves, dominent la production historiographique. Elles ont produit une analyse des mécanismes et des conséquences socio-économiques et politiques de la participation des sociétés sénégambiennes au commerce atlantique. Ce moment va être particulièrement marqué par l'approche économique portée par quelqu'un comme Samir Amin. L'école de la dépendance va informer l'écriture de l'histoire des monographies issues de l'éclatement du Jolof. La centralité des facteurs considérés comme externes à l'Afrique, la traite négrière, l'islam, la colonisation dans l'écriture de l'histoire des sociétés africaines a renforcé la tendance de l'historiographie à privilégier le travail sur les segments sociaux, classes, États, individus, en rapport direct avec la dynamique atlantique. On a accordé une place subalterne aux processus et événements historiques non directement connectés à cette dynamique atlantique. L'historiographie de cette époque tend à réduire sa lecture du passé au rapport entre dynastie ceddo, élite musulmane et acteurs européens
dans le contexte de la traite atlantique des esclaves. À partir des traditions restituées par Yoro Diaw et Amadou Wade, principaux informateurs autochtones sur les sociétés Wolof, de Siré Abbas Sow, de Cheikh Moussa Camara sur le Fouta Toro et les sources écrites européennes, s'est construite une histoire par le haut, centrée sur le politique et qui par ailleurs éprouve tant de mal à s'émanciper du genre narratif que l'Europe des Lumières a imposé au discours historique universitaire et à la vision transmise par les traditions élitistes des sociétés étudiées. Les années 70-80, au cours desquelles s'écrit cette histoire, sont témoins de mutations importantes dans l'environnement des historiens de l'école de Dakar, créant ainsi les conditions d'un changement notable de perspective dans l'orientation de son historiographie. Une filiation thématique, voire spatiale, peut être établie entre les textes des historiens qui soutiennent leur thèse dans les années 70-80 et la perspective ouverte par Abdoulaye Ly. L'accession à l'indépendance des pays africains, les projets de construction d'États-nations dans l'espace des anciens territoires coloniaux débouchent après une décennie d'expérience sur des impasses politiques et économiques aux conséquences souvent tragiques. Les historiens se sont sentis interpellés pour l'éclairage des racines historiques de ce présent fait de sous-développement. Les différentes écoles du marxisme, très en vogue dans ces années, et principalement la théorie dépendantiste, élaborée à partir des études sur le sous-développement des pays latino-américains, offre un cadre théorique pour rendre compte du changement qualitatif que constitue le passage des sociétés africaines de la phase pré-mercantiliste, dominée par le commerce transsaharien, à l'intégration à l'économie monde capitaliste par le biais du commerce négrier. Les historiens de Dakar participent à ce vaste mouvement intellectuel qui tente de comprendre le rôle de la traite négrière dans la mise en dépendance des sociétés africaines. Pour l'école de Dakar, l'histoire interne des sociétés sénégambiennes du 15e au 19e siècle s'éclaire à la lumière de leurs relations avec l'économie atlantique. Je ne vais pas revenir sur la discussion avec Philippe Curtin sur la signification de la traite des esclaves. Signalons simplement que cette importance accordée à l'État, accordée à la traite, accordée aux relations externes, va déterminer cette historiographie. Et l'approche qu'on aura de la traite négrière, on pourra y revenir dans les discussions, saisit ce phénomène, cet événement historique au moment de la rencontre avec l'Europe. Et donc, c'est le moment marchand, le moment de l'échange a été privilégié, mais l'étude n'a pas pris en compte toute la chaîne, allant de l'intérieur du continent jusqu'aux côtes. On a plus insisté sur le moment de l'échange dans l'étude de la traite. L'étude de l'islam également va être plus accentuée sur les luttes politiques, les luttes pour le contrôle de l'État, les djihad. Les significations des djihad vont être source de débat entre Abdoulaye Bathily et Lamine Sané, entre Boubacar Bari et Oumar Kane dans l'interprétation du mouvement Toubnan. La guerre des marabouts conduite par Nasr el-Din contre les régimes Tchédo. Donc cette approche de l'islam va continuer à avoir des influences. On a très peu étudié sa signification culturelle, le rite, l'islam en tant que religion, et ça va agir sur les rapports entre l'historiographie de l'école de Dakar et l'étude des confréries religieuses, qui constituent au Sénégal pratiquement 95% de l'islam sénégalais, mais très peu étudié par les historiens. L'islam politique a été très dominant sous ce rapport avec les djihad du 18e, 19e siècle. On va aller beaucoup plus vite. Merci, Bouba. C'est toujours difficile de faire la synthèse sur une longue période. Je voudrais ici dire que le travail des historiens a plus insisté sur l'État que sur l'approche des communautés, des dynamiques
interne, dynamique sociologique, économique, à part l'historiographie qui s'est concentrée sur l'étude de la colonisation. On peut dire que le père fondateur en la matière, c'est Iba Der avec l'étude du syndicalisme et de la politique, suivi par tous ceux qui ont travaillé sur l'histoire de la colonisation. Je vais aller sur cette période. On peut citer les Khalidou Diallo, les Babacar Fall, les Mamadou Diouf, l'impact de l'Atlantique avec les Mbaye Guèye, les transformations induites par la domination coloniale, Mohamed Mbodj, Moustapha Kane, Iba Der Thiam et j'en passe. Mais le projet reste toujours de décoloniser l'histoire de l'Afrique en restant dans les canons dominants de l'historiographie universitaire. Alors, je voudrais ici signaler le tournant des années 80-90. Ce tournant où j'ai, en tant qu'acteur, en tant que participant, eu du mal à faire la distance. Mais ce que je constate, c'est que cette historiographie est interpellée par l'ouverture de l'espace public dans la plupart des sociétés africaines. De nouveaux acteurs émergent dans l'espace public. La ville devient un centre important de l'activité des sociétés africaines des années 90 allant vers 2000. Les luttes politiques, les luttes liées au genre, l'irruption de la jeunesse, mais également de la marginalité. En particulier, vous avez la lutte contre les marginaux dans les villes africaines à partir des années 70, avec la crise de l'économie arachidière pour le Sénégal, qui déverse les migrants ruraux dans les villes, ça interpelle les historiens. Mais également, la crise casamançaise va interpeller les historiens. Le sud-ouest de la Casamance a été laissé aux historiens extérieurs à l'Afrique. On a peut-être les travaux de Noah Cissé, mais c'est sur le Gabou. Mais la basse Casamance, les historiens sont des étrangers jusqu'au moment où Ousseynou Faye s'y attaque. Au niveau de la lecture, de l'écriture de l'histoire, je m'amusais beaucoup en lui disant que, en tant que Sérère, tu es obligé d'écrire sur les Diola parce qu'ils ont mis un pistolet sur ta tempe. Tu es obligé d'écrire cette histoire maintenant. Et on a eu, juste en ce moment-là, l'arrivée dans l'historiographie de thématiques nouveaux sur les marginaux, l'histoire des prisons, l'histoire de la délinquance, l'histoire de l'alcool, l'histoire urbaine, et également l'histoire de la musique urbaine. Je pense aux travaux de Ndiouga Adrien Benga. Ça renouvelle en tout cas la thématique de l'école de Dakar et il a fallu engager parfois même quelques combats épiques autour de l'esclavage parce que jusque-là, on avait beaucoup plus insisté sur la traite des esclaves et pas sur l'esclavage interne aux sociétés africaines. Ça a été quelque peu un angle mort, mais il a fallu l'introduire dans le sillage des revendications portées par les mouvements abolitionnistes contemporains. Tout cela a interpellé les historiens, la dynamique urbaine qui a amené à un renouvellement considérable des travaux. L'histoire culturelle, qui était jusque-là également un angle mort, a désormais ses historiens. L'histoire du hip-hop, des groupes de musique, mais également avec les travaux de Chérif Dahaba sur l'histoire des cultures antérieures en 3 périodes, antérieure à l'ouverture de l'Atlantique, la période, disons, du contact avec l'Europe et la période post-coloniale. Il a produit à ce niveau aussi bien les cultures rurales en pays Peul. C'est quelque chose qui apporte un regard neuf sur ce pan de notre histoire. L'irrédentisme régional a amené donc Faye en 1994 à s'engager dans l'écriture d'une histoire de la Casamance. Ces dynamiques actuelles ouvrent des perspectives
qui sont reflétés dans l'histoire générale du Sénégal. Je n'ai pas encore, je suis en train de travailler sur ces nouvelles productions pour pouvoir apporter un regard sur cette histoire. Je n'ai pas dit grand-chose et c'était important, ça aurait été important de le faire sur l'association des historiens africains autour de la revue Africa Zamani qui a apporté un moment une contribution majeure où des historiens de l'école de Dakar ont pu animer des publications scientifiques importantes. Donc, je vais rapidement conclure pour dire qu'il est repérable au niveau de l'école de Dakar au moins de 3 voire 4 générations d'écriture. La première génération, qui est la génération des années 50, qui sont les pères fondateurs de cette école, ont été confrontés à des contraintes qu'ils ont travaillé à relever avec les limites de leur époque. Cette génération a réussi à faire admettre et accepter l'historicité des sociétés africaines. En s'appuyant sur des sources écrites, ils ont connecté l'Égypte à l'Afrique, ont connecté l'Afrique au monde par un travail sur l'Atlantique porté par Abdoulaye Ly, mais également le relais a été pris par la deuxième génération qui a beaucoup plus centré son travail sur l'histoire des monographies, des terroirs issus des États fondés sur l'éclatement du Jolof, dans le sillage de la théorie dépendantiste animée par les Samir Amin et les Gunder Frank et Wallerstein, mais une troisième génération qui a été confrontée à l'ouverture de l'espace public à de nouveaux acteurs qui ont demandé, qui ont interpellé les historiens et qui les a amenés à de nouvelles thématiques. L'histoire de la santé, l'histoire de l'administration, l'histoire des institutions publiques, mais aussi l'histoire de nouveaux acteurs, des femmes, des jeunes, l'histoire culturelle qui élargit la perspective de l'école historique de Dakar. Là également, le risque majeur reste que ces sujets sont souvent le fait de disciplines comme l'anthropologie, de disciplines comme la sociologie, et le transfert de concepts de ces disciplines vers les historiens. Nous devons être très prudents en la matière, faire attention parce que ça peut créer des anachronismes qui peuvent être dommageables à l'orientation de l'école de Dakar. Le fait que cette approche, à partir de cette approche, on a tendance à se passer du retour aux archives, on travaille du texte sur des textes et on oublie un aspect fondamental de notre métier qui est la collecte des sources orales, l'archéologie, mais également les archives qui sont fondamentales dans l'écriture de l'histoire risquent d'être abandonnées si on continue d'engager ce corps à corps avec les autres disciplines. Et le risque majeur, c'est un retour sur soi-même, parce que de plus en plus, ce qu'on constate dans les mémoires de maîtrise, dans les doctorats, on a tendance à de plus en plus travailler sur nos propres communautés. Je m'amusais en disant, je ne sais plus à quel collègue, un jour un étudiant viendra dire qu'il veut travailler sur sa propre histoire, sur lui-même. Tellement on est en train de se resserrer sur les communautés ou sur l'histoire familiale, et cela risque en tout cas d'être préjudiciable à l'avenir de l'école de Dakar. Mais nous restons confiants que l'héritage est long, l'héritage est solide et que porter une critique sur cet héritage nous permettra de renforcer les perspectives actuelles et je pense que l'école n'est pas en péril, l'école de Dakar n'est pas en péril, mais connaîtra en tout cas des soubresauts liés aux nouvelles thématiques que nous devons d'engager et accompagner les plus jeunes à peut-être nous perturber et nous questionner ou en tout cas nous mettre à la retraite. Merci de votre attention.
Merci beaucoup.